Docteur David Eboutou, bonjour. Bonjour. Plus de 60 ans après les indépendances, où en est-on avec le projet de renaissance africaine? Alors, 60 ans après les indépendances, il faut dire que l'Afrique se trouve dans une position balbutiante où elle continue de se chercher. Elle continue de se chercher pour trouver sa voie. Et un ensemble de dynamiques sont aujourd'hui mobilisées pour aller dans le sens justement de favoriser la renaissance africaine. Et nous pensons, puisque c'est d'ailleurs l'objet de ma présence ici dans la ville de Maroua, où je suis venu prendre part au colloque international en hommage et en reconnaissance au professeur Tieno Mokhtar Ba, qui est un éminent historien qui nous a formés, qui a été au Cameroun à l'université de Yaoundé 1 entre 1972 et 2009 et qui a vu passer des générations d'historiens. Nous sommes venus justement exposer à ses côtés un certain nombre de thématiques qui pour nous semblent utiles et qui pourraient faciliter un certain nombre d'approches en vue justement d'accélérer la dynamique qui pourrait faire renaître l'Afrique. Et c'est ce que nous appelons, en d'autres termes, la Nouvelle Afrique. Cette Nouvelle Afrique, de notre point de vue, passe par la réappropriation de l'idéologie panafricaine. La réappropriation au sens où nous avons des pères fondateurs qui ont tracé la voie, qui se sont projetés en leur temps et, fort de leur projection, ils ont bien constaté que cette Afrique-là ne pourrait survivre dans 50, 60, 100 ans si et seulement si cette Afrique-là se mettait ensemble. Si elle créait une dynamique de puissance, si elle formait un pôle, parce que les autres existent aujourd'hui parce qu'ils sont des pôles. Les autres se mettent ensemble pour exister, pour être des véritables puissances. Même les pays de l'Union européenne, la France, ne peut plus parler individuellement, n'a pas pu parler individuellement à un État-continent comme les États-Unis. Tous se sont mis dans une dynamique consensuelle pour donner une certaine force à l'Union européenne afin de créer un véritable pôle. Donc, seuls les Africains continuent de penser qu'ils vont exister dans leurs États lilliputiens. Et nous postulons donc pour une dynamique de mise ensemble en nous réappropriant des idées du père fondateur du panafricanisme politique en Afrique, Kwame Nkrumah, parce que c'est lui qui incarne le mieux l'idée du panafricanisme en Afrique. Et donc lui nous proposait déjà une démarche pour aller vers cette Afrique nouvelle-là que nous pouvons appeler la Renaissance africaine. La Renaissance africaine au sens où cette Afrique nouvelle se construira à partir de nos paradigmes, à partir de nos valeurs propres, qui sont contenues dans l'Afrique ancestrale, qui sont contenues d'un point de vue endogène dans nos traditions, dans nos États précoloniaux et qui peuvent inspirer les générations d'aujourd'hui afin de les en mobiliser pour construire une véritable dynamique de puissance africaine. Donc globalement aujourd'hui, on a quand même dans cette logique du panafricanisme ce que vous avez appelé la constitution des pôles. En Afrique, nous avons justement l'Union africaine. Que vaut-elle aujourd'hui? Alors, il faudrait peut-être déjà rappeler que l'Union africaine est née de la dissolution ou de la mise à l'écart de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. Et l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, cette organisation elle-même est le fruit d'une intuition panafricaine. Parce que rappelez-vous, le 25 mai 1963, à Addis Abeba, pendant que deux blocs modérés réfléchissaient sur le sens à donner sur cette forme de fédération africaine-là qui devrait se passer autour de cette organisation, il y aura des approches divergentes qui vont finalement donner lieu à un consensus. C'est pour cela qu'on a dit de l'OUA que cette organisation était le produit ou le fruit du consensus d'Addis Abeba. Et donc, cette organisation a fait son chemin et elle a balbutié, elle est tombée, il y a eu quelques victoires. Et en 2000, il y a eu un début déjà à partir de 1999, il y a eu un début de mutation de cette structure-là. Et la différence entre les deux structures, notamment entre l'OUA et l'UA, c'est que la deuxième, donc l'UA, semble aujourd'hui porter vers les questions de transformation et de développement. Sauf qu'il y a toujours un certain nombre de critiques, notamment en ce qui concerne les dynamiques intégratoires. Dynamique intégratoire au sens où, quand vous allez dans la rue et que vous interrogez un Camerounais qui a l'habitude de faire la ligne
non seulement de N'Djamena, ou alors un Camerounais du Sud qui va au Gabon ou en Guinée équatoriale. Ce sont les mêmes problématiques qui reviendront. Ce sont des problématiques qui tourneront autour des pesanteurs, notamment en termes de libre circulation des biens et des personnes. Et il me semble que quand on parle d'intégration africaine, cela devrait être une lapalisse en matière de circulation de biens et de personnes. C'est un préalable. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, l'Union africaine, dont certains pensent qu'elle est devenue davantage une espèce de syndicat de chefs d'État qui se réunissent une fois par an ou 2 fois par an pour prendre une photo à la fin, cela peut avoir raison dans le sens où effectivement on ne voit pas très bien en quoi leur efficacité est agissante sur le terrain. Parce que nous aujourd'hui nous avons besoin d'agir sur les problématiques pragmatistes. Nous n'avons pas besoin d'avoir une organisation bureaucratique qui se limite à gérer un ensemble de paperasses dont l'efficacité ne se voit pas toujours au niveau des peuples. C'est d'ailleurs pour cela que vous verrez qu'avec les dernières actualités, des États comme les États membres des pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont évoqué toutes ces raisons-là pour voilà, aller créer leur propre dynamique unitaire. Parce qu'effectivement, il y a une grosse critique aujourd'hui qui tourne non seulement autour de l'Union africaine, mais autour également des organisations, notamment des CER, des communautés économiques régionales, qui glutinent autour de cette organisation-là. Donc il y a lieu, effectivement, de s'arrêter et de repenser cette organisation-là. Mais au-delà, je crois que c'est une organisation qui doit être portée par un souffle lui-même qui sera l'effet voulu par nos leaders politiques, par nos hommes politiques. Parce qu'au final, il s'agira à la fin de la volonté politique de nos hégémons. Qu'est-ce qu'ils veulent effectivement? Oui. De quelle Union africaine veulent-ils? Nous pourrons discuter, nous pourrons organiser des colloques, des conférences et tout, mais s'il n'y a pas une volonté politique sérieuse qui accompagne les faits sur le terrain, alors on en sera encore là dans 10-15 ans à parler d'une Union africaine balbutiante qui est presque en asphyxie. Oui, mais en attendant, docteur David Eboutou, est-ce que l'Afrique a un mot aujourd'hui dans le Conseil des Nations, puisque l'Union africaine, selon vous, balbutie encore? Entre-temps, l'Afrique a-t-elle quand même un mot à dire dans le Conseil des Nations? Nous ne pouvons pas exister dans le sens que je suis en train de décrire, oui. À savoir que les autres ont construit des dynamiques de pôle. Hier encore, c'était un monde unipolaire. Avant-hier, c'était un monde bipolaire. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est la multipolarisation. Donc le monde aujourd'hui se forme en pôle. On se parle en pôle parce que c'est à partir de là qu'on peut créer un certain rapport de force. Ce sont les blocs aujourd'hui qui prédominent. Regardez bien comment le monde fonctionne aujourd'hui. Ce sont les blocs. Seuls les Africains continuent de penser qu'ils vont aller de façon disséminée pour parler des problèmes africains. C'est d'ailleurs pour cela que notre voix ne peut pas compter. C'est pour cela qu'aujourd'hui les autres, qui savent très bien que nous n'arrivons pas à former un consensus entre nous, en viennent à nous ridiculiser davantage autour des sommets presque risibles. Vous parlez de quel sommet? Où des États uniques en arrivent à se mettre en avant et en face des États entiers. Quand on vous dit sommet Russie-Afrique, sommet Afrique-France, France-Afrique par exemple, c'est un pays, la France est un pays, la France n'est pas un continent. Et c'est le président français qui se retrouve là et qui a comme vis-à-vis des États africains face à lui. Est-ce que c'est normal? Quand vous voyez aujourd'hui Turquie-Afrique, vous voyez Japon-Afrique, vous voyez Chine-Afrique, est-ce que ça fait sérieux? Ça ne fait pas sérieux. C'est simplement parce que les autres ont compris que ces gens-là ne peuvent pas se mettre ensemble. Est-ce que vous pouvez imaginer l'effet inverse? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui on peut se retrouver d'un point de vue de la perspective, à imaginer un sommet Cameroun-Europe, vous voyez, Cameroun-États-Unis. Donc, nous, la seule voie de survie que les Africains ont aujourd'hui se trouve dans le panafricanisme, en tant qu'idéal, idéologie, qui prône des formes de solidarité, qui doit mettre en musique un ensemble de valeurs africaines qui, au plan politique, au plan économique, social, monétaire, diplomatique, et pour nous conduire vers l'État fédéral, tel que l'a voulu quelqu'un comme Kwame Nkrumah. Et donc, c'est à ce sentier-là que nous postulons. Mais est-ce que c'est réaliste, docteur David Eboutou, quelques
on va dire, on est quand même à plus de 60 ans après les indépendances. Aujourd'hui, on ne voit pas cette concrétisation du projet porté par Kwame Nkrumah ainsi que les autres panafricanistes. Est-ce que ce projet-là de création d'un État fédéral d'Afrique est-il toujours possible aujourd'hui selon vous? Si oui, quels sont ces éléments? Il est possible. Il est d'ailleurs très possible. Il faut d'abord constater que l'idéologie panafricaine reste une idéologie vivante. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a quelques ans, on n'en parlait presque pas. Aujourd'hui, tout le monde en parle. La jeunesse en parle. Allez-y partout en Afrique aujourd'hui. La plupart des jeunes leaders qui montent au pouvoir se reconnaissent dans l'idéologie panafricaine. Vous savez que le Sénégal a aujourd'hui à la tête 2 jeunes qui se réclament d'un panafricanisme radical. Mais il ne suffit pas d'avoir quelques présidents qui portent cette voix. Il faut tous les présidents. Il faut que tous ces présidents tombent d'accord. Donnons-nous du temps. Les États-Unis sont partis de 13 colonies qui se sont mises ensemble avant d'aller vers les grands États-Unis que vous voyez aujourd'hui. C'était 13 États au départ qui se sont mis ensemble et qui se sont dit, OK, nous allons travailler ensemble, nous allons nous mettre ensemble et si nous trébuchons, alors on aura au moins tenté. Mais si voilà, nous réussissons, les autres viendront toquer à notre porte et voilà, parce qu'ils auront vu que ce n'est que ensemble qu'on peut aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Les autres, après les 13 colonies, sont revenus les retrouver petit à petit. Et puis les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins aujourd'hui une dynamique qui se met en place, mais qui demande un peu plus de volonté politique. C'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui se reconnaît quand même dans l'idéal panafricain. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour capitaliser cela? On voit très bien qu'il y a aujourd'hui, après l'époque de Kwame Nkrumah, qui est un grand panafricain, après l'époque d'Amilcar Cabral, dans l'Empire portugais, Empire africain portugais, qui est un grand panafricaniste, après les Julius Nyerere, panafricain, ici en Afrique centrale, après quelqu'un comme Barthélémy Boganda, qui est un panafricain. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a comme une perche qui est tendue à la jeunesse et un nouveau souffle panafricain. Et donc, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut continuer à travailler pour que les leaders qui ont une vision panafricaniste accèdent au pouvoir. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est que de par la volonté politique qu'un certain nombre de dynamiques pourront réussir. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que s'il y a eu l'AES, par exemple, l'Alliance des États du Sahel, vous voyez, c'est parce que ces leaders-là se reconnaissent dans l'idéologie panafricaine. Que ce soit Mohamed Tiani, que ce soit Abdourahmane Tiani du Niger, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ou bien le colonel Assimi Goïta du Mali, tous postulent pour l'idéologie panafricaine et ont jeté quelque chose de mise en commun qui est là, qui est expérimenté. Ils travaillent sur des projets monétaires communs, économiques communs, diplomatiques communs, et ainsi de suite. Ça, c'est la voie qu'avait tracée Nkrumah. Nkrumah disait qu'il y a 5 axes sur lesquels nous pourrions travailler, ou alors les États pourraient postuler pour conforter l'idéal panafricain autour des États-Unis d'Afrique. Il parlait d'une politique commune. Il parlait d'une diplomatie commune. Il parlait d'une monnaie commune. Il parlait d'une armée commune. Et il parlait d'un marché commun. Voilà les 5 points sur lesquels postulait Nkrumah. Et donc, mais on voit très bien aujourd'hui que la mauvaise volonté politique et puis le côté mièvreux de l'Union africaine travaille davantage à aller exhumer quelques aspects proposés par Nkrumah sans en porter l'esprit. Je vais vous prendre un exemple ou deux, si vous voulez. Si vous prenez le cas du marché commun dont voulait Nkrumah, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a par exemple la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine, qui est là, mais qui n'épouse pas la dynamique de Nkrumah. Mais en fait, cette ZLECAf-là est née du souffle, de l'esprit du discours prôné par Nkrumah. Mais aujourd'hui, vous voyez comment ça tâtonne parce qu'il y a d'autres conditionnalités qui viennent. Nkrumah a dit il faut aller tout de suite, vous instituer et puis vous commencez, vous vous y lancez. Or, il y a tellement de lourdeurs, parfois administratives et politiques, qui font que la ZLECAf, qui a été presque lancée en 2021, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez comment ça traîne, parce qu'on n'explique pas très bien les enjeux, d'autres balbutient, il y a encore un paternalisme qui tient certains États, et ça fait que certains leaders continuent à hésiter. Un autre exemple, si vous prenez la défense commune voulue par Nkrumah, aujourd'hui, ils sont allés créer la FAA, la Force africaine en attente. Alors, quand vous voyez comment les États africains n'arrivent même pas à financer la Force africaine en attente, vous voyez très bien, cela veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Il faut donc continuer à travailler pour épouser l'esprit qu'a voulu Nkrumah dans cette dynamique-là
et en arriver à mobiliser ces institutions-là dans le cadre de la mise sur pied d'un État fédéral africain. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas cette volonté politique? Parce que vous revenez depuis le début de cette interview sur ce manque de volonté politique-là. Qu'est-ce qui peut, on va dire, expliquer ce manque criard de volonté politique? Il y a plusieurs facteurs. Il y a le nombrilisme politique, ce que certains appellent le jacobinisme. Vous savez, nous sommes encore dans des États jacobins où, voilà, ceux qui sont portés à la tête de nos États pensent qu'ils sont à la tête de grandes entités et veulent jouir du pouvoir et des honneurs du pouvoir. Et donc, ces derniers sont les premiers freins parce qu'ils n'imaginent pas quitter à la tête de ces petites entités-là pour se retrouver peut-être demain dans le cadre macro, pour se retrouver gouverneur. Vous voyez un président qui va se faire appeler gouverneur demain parce que simplement, voilà, son État se sera fondu dans le cadre macro que veut le panafricanisme. Donc, pour eux, c'est des idées qui ne passent pas encore. Il y a encore une génération qui a un blocus et qu'il faut mettre de côté systématiquement. Cette génération qui ne comprend pas les enjeux. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit, nous travaillons à ce que, voilà, des jeunes leaders possibles pour l'idéologie panafricaine entrent en politique et voilà, aillent conquérir le pouvoir. Ce sont ceux qui sont à même de comprendre la nécessité de se mettre ensemble. Et parce que ceux qui sont là n'y comprennent pas grand-chose. Ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui encore dans des partenariats compliqués avec l'Occident. Le paternalisme, le néocolonialisme dont on parle, c'est justement parce que certains continuent de faire allégeance, certains continuent de ne pas vouloir sortir de leur zone de confort. Donc il y a toutes ces problématiques qui font que voilà, ça crée des entraves sérieuses, du blocage sérieux pour la mise ensemble et la création de ce rêve panafricain. Entre les lignes, donc, dans ce partenariat que vous qualifiez de compliqué entre l'Occident et certains pays africains, est-ce que l'Occident, certains estiment que l'Occident serait aussi en partie contre ce projet de renaissance africaine, ou si vous voulez, de la création d'un État fédéral africain? Est-ce que c'est une idée reçue ou ça peut tenir la route? Mais écoutez, l'Occident ne peut que s'opposer à une telle initiative. En ceci et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Vous savez, chaque État, chaque nation ou chaque peuple cherche d'abord à travailler pour sa survie. Pour sa survie. Macron, qui est à la tête de la France, travaille pour les Français. Et donc, quand il vient en Afrique, c'est pour chercher des contrats, des partenariats pour le bien du peuple français. Quand ils viennent nous proposer des contrats léonins, c'est pour le bien du peuple français, pour le cas de la France, et ainsi de suite pour les autres États. Nous sommes en relation internationale, il n'y a pas de philanthropie en relation internationale. Ce sont les intérêts qui comptent. Et les Africains doivent comprendre cela. Eux qui mettent en avant un humanisme presque naïf, puéril, qui fait que, voilà, ils ne comprennent pas toujours que nous sommes en guerre. Parce que c'est de ça qu'il est question. L'Afrique est aujourd'hui en guerre. Nous sommes aujourd'hui martyrisés de partout. Nous sommes aujourd'hui dominés à tous les niveaux. Nous sommes en guerre. Une guerre invisible qui ne se voit pas toujours. Cette monnaie, nous sommes au Cameroun, la monnaie que nous utilisons, le franc CFA, vous savez très bien, pour caricaturer, que le simple fait que nous utilisons le franc CFA, nous payons des droits d'auteur à la France, parce que cette monnaie appartient à la France. Et donc, elle retient donc logiquement et légitimement des droits d'auteur qui font que, voilà, c'est ce qui fait tourner son économie au niveau du trésor français. Et nous nous retrouvons dans une spirale qui fait que quand nous voulons exécuter quelques paiements à l'étranger, nous sommes obligés de passer par là et il retient des intérêts. Et donc, ça crée un système d'arnaque que vous ne pouvez pas imaginer. La conséquence la plus directe, c'est quoi? C'est que le chômeur français se retrouve à toucher un peu plus d'1 million de francs CFA en attendant d'avoir un boulot. Alors qu'au Cameroun, vous en êtes à peine 60 000 francs qui sont inscrits sur des papiers. Parce qu'en réalité, tout le monde sait que cette SMIC au Cameroun est une question virtuelle. Donc, voilà la réalité. Regardez au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, de la planète, mais qui, à côté, a une mine d'or donnée par Dieu. Mais justement, la question que j'allais vous poser juste après, c'est que l'Afrique est quand même dotée d'importantes ressources naturelles, que ce soit le sous-sol, que ce soit le sol. Mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi l'Afrique ne parvient-elle pas à s'imposer véritablement? Est-ce que l'Afrique a-t-elle une ambition géopolitique? Est-ce qu'elle a un projet de puissance? Docteur David Eboutou. Ce sont ces contradictions internes-là que nous nous attelons à résoudre à travers des réflexions comme celle que je suis venu mener à Maroua, à l'université de Maroua aujourd'hui, proposer aux Africains du Cameroun une démarche en vue d'aller vers la renaissance africaine. Vous étiez là lors de ma communication.
Donc c'était là un axe qui, en fait, rentre dans le sens de construire une véritable puissance géopolitique dans le cadre africain. Donc c'est des réflexions qui sont nourries, mais qui doivent être portées. Hein. Le travail de chercheur, hein, le travail de réflexion ne va pas se limiter dans les amphis, ne va pas se limiter dans des laboratoires, dans des universités, etc. Hein. Après le travail de réflexion, après le travail de recherche, les résultats doivent être portés par des leaders. Est-ce qu'ils seront suivis par ces mêmes leaders? Parce que de tels travaux, ce ne sera pas le premier et j'estime que ce sera non plus le dernier. C'est pour cela que nous postulons. Oui. Nous postulons pour que des jeunes panafricanistes aujourd'hui militent en politique. Ce n'est pas la politique qu'ils peuvent s'affranchir. Nous leur demandons d'aller en politique. L'exemple sénégalais est très intéressant. Peut-être vous n'avez pas encore mesuré toute la profondeur, mais c'est un exemple très intéressant voilà, qui nous offre voilà, un cadre explicatif de cette volonté d'une jeunesse qui a des idées, qui veut trancher avec un certain ordre, une certaine façon de faire, et qui proposent leur projet à la société pour leur dire, voilà, nous sommes des panafricanistes, nous voulons trancher avec une certaine façon de faire, il y a des contrats tacites qu'on ne vous expose pas toujours, il y a ceci, il y a cela, il faut en sortir, il y a une monnaie, parce que vous savez que dans le projet d'Ousmane Sonko et de M. Bassirou Diaye, dans le PASTEF, il y a le projet monétaire, ils veulent en sortir, ils veulent créer une monnaie. Et le peuple a compris et les a suivis. Le peuple a compris et les a suivis. Et la suite, c'est que, voilà, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une dynamique qui est en marche. Donc, c'est étape par étape. Et c'est étape par étape. Et nous pensons qu'il faudrait continuer à travailler dans ce sens et surtout inciter la jeunesse africaine à militer de plus en plus en politique. C'est très important parce que ce n'est que par la politique qu'effectivement on pourra avoir les outils nécessaires, les outils de décision à un très haut niveau pour voilà, décider du sort de nos peuples. Et justement, sur le continent africain, vous l'avez noté aussi au passage, s'observent de véritables batailles géopolitiques entre les grandes puissances. Comment dans ce croisement, l'Afrique peut-elle tirer son épingle du jeu? Rien que par l'unité. C'est ce que je dis, c'est la trame de fond de notre discussion. Les batailles géopolitiques qui mettent l'Afrique au cœur ne peuvent mettre l'Afrique dans une position défavorable, en ce sens où les autres sont mieux organisés depuis. Hein? Les autres sont supérieurement établis depuis, que ce soit au plan politique, au plan technologique, au plan monétaire. Ils ont tous les avantages. Ils ont creusé l'écart. Donc quand ils viennent vers nous, ils savent très bien qu'ils ne peuvent s'en sortir qu'en nous trouvant dans nos petites logiques lilliputiennes. Et c'est pour cela que nous disons que si nous voulons en sortir, vous savez, Kwame Nkrumah a écrit un livre majeur, c'est un classique aujourd'hui. L'Afrique doit s'unir si... Africa Emotional. Donc il disait que l'Afrique doit s'unir si elle veut survivre. Il n'y a pas d'autre survie en dehors de l'unité africaine. Il n'y en a pas. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous suivez postule pour amener les Africains à se mettre ensemble, à créer un pôle de puissance pour traiter avec les autres d'égal à égal. Mais tant qu'ils iront chacun de son côté, nous serons toujours minimisés, nous serons moqués, nous serons la risée du monde. Ça veut dire que si je vous comprends très bien, pour le moment, si l'Afrique ne s'unit pas, si elle ne parvient pas à mettre sur pied ce projet d'union, là, ou si vous voulez appliquer les cinq principes fondateurs prônés par Kwame Nkrumah, elle sera toujours la risée du monde et les grandes puissances vont en profiter. C'est bien cela. Absolument. Moi, je suis un Nkrumahiste. J'ai beaucoup travaillé sur Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, parce que c'est la figure qui incarne pour nous l'image du panafricanisme dans notre mémoire collective contemporaine. Et de ce point de vue-là, nous pensons que ces idées, il a tracé la voie avec ces idées. Nous devons aujourd'hui aller exhumer ces idées-là, les approprier à notre ère et puis les implémenter. Mais nous ne pouvons les implémenter que dans un cadre politique. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous pensons qu'il a vu juste. Il a vu juste. L'Afrique n'a pas d'autre destin en dehors de son unité. C'est un impératif majeur. C'est un impératif qui ne souffre d'aucune discussion. Ceux des Africains qui ne le comprennent pas n'ont pas simplement les outils de compréhension de la marche du monde, ou alors certains qui versent dans la mauvaise foi, ou encore les peaux noires masques blancs qui continuent d'exister. Vous savez très bien qu'il y a encore aujourd'hui des complicités endogènes qui font que le blanc qui est parti, en restant,
est resté avec, voilà, avec nos frères. Et certains de nos frères prennent donc plaisir à nous tirer en arrière quand nous postulons pour ce type de discours. Donc, effectivement, je me reprends, l'Afrique n'a pas d'autre destin en dehors de l'unité. Quelle perspective pour ce continent dans un concert de nations, encore une fois, tenu par les grandes puissances? Alors, écoutez, nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à travailler et à comprendre les enjeux du monde aujourd'hui. Ces enjeux à la fois géopolitiques, géoéconomiques, géoethniques, et même géostratégiques, font que l'Afrique devient aujourd'hui au cœur des batailles. C'est situé aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de batailles de certaines puissances. Parce que, effectivement, le continent africain possède aujourd'hui un certain nombre de matériaux en termes de ressources naturelles qui font que, qu'on le veuille ou pas, demain ou après-demain, ces puissances reviendront discuter avec nous, mais elles ne reviendront discuter avec nous qu'à partir des forces qu'elles auront vues en face. C'est-à-dire que si elles trouveront, ces puissances-là, des États lilliputiens, hein, la suite logique sera de continuer dans la logique qu'on a vue au Niger jusqu'à un certain moment, où voilà, l'entreprise Areva est venue exploiter de l'uranium. Et on vous dit que sur 3 ampoules qui brillent en France, 2 le sont parce que venant de l'énergie produite par l'uranium du Niger, il y a que voilà, des contrats qu'on a regardés étaient totalement léonins. Bon, léonin, c'est un bien gros mot, oui. Mais qu'on peut dire qu'on n'a pas compris que pendant que la France se retrouve dans les plus grandes puissances au monde, voilà, le peuple Niger qui lui fournit voilà, l'un des éléments qui lui permet de conforter cette puissance, se retrouve à s'enfoncer dans la misère la plus abjecte. Donc, il y a comme ça plusieurs exemples qui font qu'il y a un appel à un sursaut, un appel à une prise de conscience véritable, un appel à maîtriser les enjeux et à s'engager dans la lutte contre le néocolonialisme. Le néocolonialisme au sens de Kwame Nkrumah, qui nous rappelle que nous devons savoir que nos États, en l'état actuel, ne sont que, en fait, des constructions coloniales qui continuent d'être contrôlées depuis l'extérieur. Il faudrait en sortir en maîtrisant tous les pans de notre économie, de notre monnaie, qui pourront donner sens à une véritable autonomie politique et donner sens même plus tard à nos indépendances. Parce que nous plongeons encore et nous surfons encore dans des indépendances factices. Nos souverainetés ne sont que de nom. Si vous ne pouvez pas contrôler votre monnaie, alors sur quelle base diriez-vous que vous êtes indépendant? Donc ce sont ces enjeux-là que les Africains doivent maîtriser aujourd'hui pour s'engager dans la lutte contre le néocolonialisme afin que nous ayons des États indépendants et que nous construisons des logiques mutuelles, des logiques de mise ensemble, de mutualisation qui pourraient permettre à l'Afrique d'être un pôle et pouvoir exister dans le concert monde. Merci bien, Dr David Eboutou. C'est moi qui vous remercie.